Nouvel épisode de Paye ta tournée. Paye ta tournée, c'est un hors-série du Café de l'e-commerce où je suis avec quelqu'un pour prendre un verre et parler d'e-commerce, de digital et de retail en général dans un bar avec plus ou moins de verres en fonction de l'heure de la soirée. Aujourd'hui, on est le 15 octobre 2025. On est à la Felicita, juste à côté de Station F et je suis avec Thibaut. Bonjour Thibaut. Salut Adrien. On va parler d'e-commerce évidemment. On va parler de marché de l'e-commerce, d'entrepreneuriat. Il y a plein de sujets passionnants pour nous aujourd'hui. Merci encore de me faire l'amitié d'être avec moi aujourd'hui, Thibaut. Merci à toi. Thibaut, on va commencer avec toi très simplement. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es? Yes, avec plaisir. Je m'appelle Thibaut Vier. Ça fait un peu plus de 15 ans que je fais du e-commerce. Aujourd'hui, je suis directeur commercial d'une société qui s'appelle D&D, société que j'ai rejoint il y a 13 ans maintenant et que je co-dirige aux côtés du fondateur, Julien Didier. Et j'ai pour le plaisir de piloter une équipe commerciale avec une petite particularité qui s'appelle l'ingénierie avant-vente. C'est-à-dire que historiquement, je suis un ancien développeur PHP, développeur PrestaShop, Magento. Je suis passé du côté obscur du commerce parce que j'ai pas mal souffert dans des expériences passées avant D&D sur des projets qui étaient mal vendus, mal réfléchis, mal pensés. Et plutôt que de me dire, OK, c'est comme ça et je vais toujours galérer, j'ai voulu vraiment prendre le contre-pied et me dire, pourquoi on ferait pas autrement? Et l'autrement, c'est finalement d'accompagner un client, de comprendre son besoin et de s'assurer que le projet qu'on va lui proposer est adapté à la fois pour la réponse à son métier et puis pour notre équipe, nous de production, pour qu'elle puisse bien travailler. Donc, tu as fait une école d'ingé? Ouais, tout à fait. C'est là où tu as été développeur, enfin PHP, etc. Ouais. Mais ça, c'était les années 2010, fin des années 2000, on va dire. Ouais. Et tu as commencé à travailler, donc tu me disais Presta, Magento. Ouais, j'ai fait Presta, Magento, WordPress, WooCommerce. Voilà, à l'époque, Drupal peut-être, etc. Drupal, et quand tu es arrivé chez. On dit DND ou DND? On dit DND. Oh, trop marrant, j'ai toujours des DND. Et DND pour les plus anciens d'entre nous, c'est pour ça que je fais le lapsus, mais j'en suis fier parce qu'effectivement, au départ, c'était DND, les deux frères Didier, DND. Voilà. Et donc, quand tu es arrivé chez DND, je vais faire comme le vieux parce que moi, j'arriverais pas à faire DND. Quand tu es arrivé chez DND, tu faisais quoi? C'était quoi ton poste? Tu étais déjà développeur, enfin, tu étais côté back ou pas? Ce qu'il faut savoir, et la petite particularité, c'est que quand j'ai rencontré Christophe et Julien lors de mon entretien d'embauche, ma condition absolue, c'était d'intervenir sur la vente. J'ai pris un poste de chef de projet technique qui avait la particularité de faire aussi du développement à l'époque, avec une condition qui était de dire je veux participer aux avant-ventes, je veux être consulté. Comme expert e-commerce, voilà, comme expert architecture, projet, etc. E-commerce, qui met les mains dans le cambouis, qui a pas peur finalement de faire un dev quand il faut faire un dev, de faire une démo à un client et de rentrer dans le détail. Et quand je te parle de ça, c'est il y a 13 ans, on était dans un monde vraiment très tech. Le e-commerce, c'était très très tech. J'étais entouré de devs, des tueurs au passage qui m'ont beaucoup appris, mais c'était vraiment cette facette-là du développement pur. Pour rebondir sur ce que tu dis, il y avait deux raisons qui sont liées. La première, c'est qu'il n'y avait pas de solution SaaS, donc c'était des solutions on-premise, et du coup, c'était géré par l'IT. Donc, c'était des projets informatiques. Ouais. Donc, tout ce qui était e-commerce, aujourd'hui, ça te ferait, personne ne croirait ça et dire c'est what the fuck, mais à l'époque, c'était ça. Et donc, du coup, tu arrives chef de projet technique, fonctionnel et technique, en fait. Ouais. Et puis, petit à petit, tu commences à être impliqué de plus en plus sur la vente. Et là, tu bascules et tu as fait ces 13 ans, c'est ce qu'on se disait en off tout à l'heure, ça fait 13 ans que tu es chez DND. Ouais. On se connaît comment? Moi, j'ai écouté ton podcast avant de te connaître. Je découvre ton podcast en cherchant. C'était il y a quelques années ou c'était il y a pas longtemps? Franchement, je saurais pas te dire une date, mais c'était il y a très longtemps parce que je cherchais. 6 ans alors, ouais. Voilà, 5-6 ans, je dirais, c'est ça. Au début, ouais. Carrément, ça fait 5 ans en fait. Et je découvre Apple Podcast aussi, ok boomer, mais quand même, tu vois, je découvre le truc et je me dis, ça va révolutionner la prise d'informations sur un marché. Et puis je découvre des podcasts un peu forcément que le tien, que je commence à suivre régulièrement et dans lesquels ça te fait de la formation continue aussi. Voilà, ça me challenge sur ma prise d'informations sur mon réseau parce que je suis en veille continue. Ouais. Et tu vois, un peu comme tout le monde, je me challenge, je me re-challenge sur les nouveautés. J'essaie de découvrir toutes les solutions diverses et variées. Mais surtout, un élément important, c'est que je veux savoir dans quel écosystème j'évolue. Parce que l'écosystème, en 13 ans, il a changé
13 fois minimum. Chaque année se réinvente. Chaque année, le e-commerce est différent. Tu vois, l'omnichannel n'existait pas il y a 13 ans. Enfin, qu'on se le dise, c'était quelque chose d'hyper abstrait. Et oui, c'est comme ça que je te découvre. Alors ça, c'est toi qui me connais, mais quand est-ce que nous on s'est revus? C'était quoi? On s'est rencontrés il y a 3 ans. Ouais, tu penses? Peut-être. J'ai aucune mémoire, moi. Ouais, peut-être. En tout cas, je te voyais sur les événements. Mais moi, c'est peut-être moi qui vais répondre, parce que toi, j'ai l'impression que tu me connais mieux que moi, mais c'était lors d'un lunch de l'e-commerce. C'est ça. Où un jour, t'es venu. Alors, je dirais que c'était 12-18 mois. C'est ça. T'étais assis à côté de moi. Et je sais pas, on commence à parler, et on commence à bien parler. En général, je parle pas bien. Tu parles de Salesforce. Mais moi, je suis comme un enfant, j'ai aucune attention. C'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes, je next, tu vois. Et je me souviens qu'on a hyper bien parlé. Je dis, mais merde, c'est qui cette personne avec qui j'ai vraiment parlé? Et il y avait Julien, il était à côté où il était truc. Et j'ai pu se parler avec toi qu'avec Julien, alors qu'on se connaissait à peine. Yes, clairement. Bah, ça, c'est la rencontre. Ouais, c'est ça. Et ça fait 12 mois, je dirais qu'on est beaucoup plus en contact. Et là, depuis le début de l'année, qu'on est encore plus en contact. Carrément. Donc, on se voit régulièrement maintenant. Et puis, en plus, ça accompagne aussi le succès de DND, où on vous voit beaucoup plus, vous êtes plus actifs. Donc, on est amené à se voir plus. Aujourd'hui, l'e-commerce chez DND, en fait, j'ai une autre question. Mais d'abord, l'e-commerce chez DND, ça pèse quoi? C'est 100% de l'activité ou c'est une partie plus petite? C'est pas loin de 100%. Ok, c'est ça. Moi, DND, je l'associe comme une boîte e-commerce, un intégrateur e-commerce. Au départ, on fait de la digitalisation. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début de D&D, avant mon arrivée, période que j'ai pas connue, ou en tout cas très peu, on fait des sites intranet, extranet, de l'édito, du corporate, sans forcément faire de e-commerce. Le vrai virage, c'est un de nos clients historiques, et s'il nous écoute, François, je te fais une grosse bise, parce qu'il est toujours client Quel D&D. François Gobillon de Office Easy, qui est le premier site e-commerce que D&D vient lancer à l'international. C'est ça le changement. C'est la première ref. Voilà, la première grosse ref, on va dire, internationale. La première grosse ref. Effectivement, il y a d'autres sites. C'était sur quoi? Tu te souviens? Sur quelle plateforme? Magento, tout à fait. Génial. Le seul site qui savait faire du vrai international. Et ça, c'était quoi, 2012 ou ouais, même avant, ça fait. Ouais, c'était. Oui, c'est ça, 2012. Ouais. Donc, on commence à discuter à ce moment-là, et le e-commerce prend sa place parce qu'on se rend compte du potentiel. B2B, B2C, plutôt B2C, B2B par la suite. Mais Office Easy, le premier site vraiment important, c'est du B2B. B2B qui passe de 0 € à 30 millions aujourd'hui. Référence incroyable, success story de fou. Et finalement, c'est ça qui fait qu'on se dit le e-commerce c'est le vrai sujet, et donc c'est pour ça qu'on fait un focus sur le e-commerce à ce moment-là. Et c'est toujours un client? Ouais, tout à fait. Elle est belle l'histoire. Elle est très belle l'histoire. 12 ans plus tard, mais plus qu'un client, c'est un pote. Plus qu'un client, c'est un ami. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais quelqu'un qui nous a fait confiance, qui nous a mis aussi un certain challenge qu'on s'attendait pas forcément à avoir au départ. C'est-à-dire que quand tu as une plateforme qui s'envole, toi t'es pas prêt en tant qu'intégrateur, et c'est ça la beauté de la chose, c'est de se dire qu'à l'époque, quand il arrive où il y a 3 personnes chez D&D, on l'accompagne toujours alors qu'on est 100 aujourd'hui. Tu vois, c'est vraiment ça. Ouais, mais on parlera de D&D tout à l'heure, mais vous êtes la loyauté, c'est quelque chose qui est hyper important. Enfin, vous avez des valeurs hyper fortes, des valeurs humaines, etc., qui font un peu piou-piou dans ce monde de requins, mais finalement ça marche parce que vous êtes là et vous grandissez. Tout à l'heure, on parlait en off, mais moi il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est le site e-commerce, c'est un écosystème vivant, et c'est pour ça que ça stagne jamais. Il y a toujours des trucs qui naissent, qui disparaissent, qui grandissent, et ça revient à ce que tu dis. Quand tu commences à accompagner quelqu'un, il grandit ou pas, mais il y a toujours des transformations. T'es un peu son relais, t'es un peu son relais de tendance et son relais de veille. C'est-à-dire qu'un client, il va rester avec toi parce que tu l'alimentes, tu le fais progresser, grandir, évoluer. Il manque le si. Il reste avec toi si tu l'alimentes. Parce que malheureusement, la majorité, non. Tu as ton client, une fois que tu passes à la TMA, mais on la connaît la story. Tu mets l'équipe B, la 3e année, tu mets l'équipe remplaçante, et après tu mets les premières personnes que tu embauches, tu les mets dessus. Mais parce qu'il faut que ça fonctionne, et c'est des cycles qu'on voit malheureusement. Ça, on l'a pas. Tu vois, c'est ça vraiment la différence. Et moi, je mets un vrai point d'honneur à ce qu'on crée de la valeur systématique. Je préfère un client avec qui on se dit on n'a plus trop de choses à vous apporter. Vous êtes staffé en interne, vous avez clairement monté votre équipe. On vient vraiment par touche venir ajouter du conseil. C'est ce qu'on fait avec François. Pour être clair, il a sa team en interne, il développe sa TMA et sa maintenance. Ça n'a rien à lui apporter, pas de valeur, ça sert à rien. Et toi, personnellement, comment est-ce que tu fais ta veille? Tu continues à écouter le podcast, des podcasts, ou ça passe par d'autres choses, les formations? Clairement, j'écoute énormément de podcasts. J'en écoute, franchement. Et tu les écoutes quand? Parce que tu étais au bureau de 7h du matin jusqu'à 23h. Sur mes trajets, pendant des activités diverses et variées. Dès que j'ai t'écoutes pas de musique, t'écoutes le podcast? J'écoute aussi de la musique parce que je suis un gros consommateur, mais pour le coup, non, j'écoute des podcasts parce que finalement, je suis attiré par ces moments-là, et que j'ai pas de difficulté à travailler en même temps que j'écoute.
moi, j'arrive pas à ça. J'arrive à capter des informations, m'arrêter et dire, ok, il est en train de raconter quoi. Ça c'est un super pouvoir, mec. C'est incroyable. Je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui est capable de faire ça. En tout cas, ça c'est ma recette et ça marche bien. Bravo. Parce que finalement, j'arrive aussi, en plus de ça, à avoir des relais sur des podcasts. Tu vois, t'as fait un podcast récemment que j'ai trouvé ultra pertinent sur le B2B. Je l'ai envoyé à toute ma team. Et derrière, j'ai des feedbacks qui me disent, ok, putain, t'as vu, il a dit ça à tel moment. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut le développer? Pourquoi? Comment? Et finalement, on arrive à travailler là-dessus. Je fais de la veille aussi, évidemment, sur notre écosystème, sur LinkedIn. J'écoute ce qui se dit, même si, pour être très honnête, sur les 2 dernières années, il y a quand même vachement de vagues de choses qui servent pas à grand-chose, de l'auto-promo et autres. Et ça, c'est un peu... ça gâche un peu l'histoire, mais globalement, j'en fais. Et puis après, évidemment, je regarde la compétition des solutions que je vais adresser. Je suis convaincu d'une chose, c'est que si tu veux être pertinent dans ce que toi, tu apportes à ton client et dans ce que tu vas lui vendre, il faut que tu connaisses ce qui l'entoure. Et donc, si je propose une solution A plutôt qu'une solution B, c'est parce que je suis convaincu de connaître assez la solution B pour la comparer. Dans ton métier, qui est accompagner des marques dans leur transformation digitale, dans l'e-commerce, etc. Il faut faire beaucoup de veille. Mais est-ce que vous avez justement en interne, quelque chose où une fois par mois, il y a le CTO, quelqu'un qui vient, qui dit voilà les tendances, etc. Parce qu'en fait, tu as fait le move, on va en parler après, mais vous avez fait des choix, on va parler du marché après. Mais le prochain, ce qui arrive après Shopify, faut le prévoir, faut regarder sur le marché. Donc vous avez un process interne pour justement faire de la veille. Est-ce qu'il peut arriver, les tendances? Ouais, c'est à tout niveau. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, au commerce, on est très regardant, on écoute le marché. Et tes clients aussi, ce qu'ils te disent. Ce que le client nous ramène, ce que nos partenaires vont nous dire. Tu vois, typiquement, un partenaire aux US avec qui on travaille très bien, qui va nous dire, les gars, ça arrive, faites attention, c'est la solution. On va la poncer, on va ouvrir ça. On fait de la R&D côté tech, mais vraiment très orienté technique. Tu vois, autour de l'IA, aujourd'hui, il y a une vague qui s'est lancée, dont tout le monde parle. Mais moi, concrètement, quand je parle à quelqu'un qui me dit, je fais de l'IA, j'ai jamais une vraie réponse métier. Qu'est-ce que tu apportes à ton client in fine? Et donc, typiquement, c'est cette R&D qui nous permet d'orienter, toujours avec une vision très claire, être non pas des généralistes, mais des spécialistes dans ce qu'on va proposer. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'oriente. Donc, on a de la R&D technique, on a de la R&D commerce, écosystème, métier, qui est d'ailleurs porté par les ingénieurs avant-vente chez moi plutôt que par les commerciaux, même s'il y a un échange. Et puis, je pense que ça fait partie de la culture d'entreprise qui est d'être toujours sur les dernières nouveautés. Tu vois, personne dans notre écosystème n'a vraiment pris à bras le corps le sujet de l'accessibilité. C'est quelque chose sur lequel nous aujourd'hui on peut dire il y a 100% de la boîte qui a été formée. Peu importe le poste que tu occupes, tu sais ce que ça veut dire, tu sais quels sont les critères pour être accessible ou pas, et encore plus tous les impacts, projets, techniques, légaux et autres. Comme ça paraît pas sexy, mais c'est hyper et finalement hyper challengeant tous les jours de se renouveler, d'aller chercher cette innovation. Et c'est un gros boulot, mais je pense que c'est le collectif qui fait que ça marche bien. Et après, il y a un autre truc. Et là, pareil, je vais peut-être aller à contre-courant, mais ce qui se passe à la machine à café, ce qui se passe là dans ce qu'on est en train de faire, tu vois, typiquement, un profil de la team me dit, est-ce que tu as regardé LLM Optimizer ou est-ce que tu as regardé Sidekick et qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que tu en penses? Finalement, ça anime cette volonté de toujours progresser, de faire de la veille et d'apporter de la valeur, quoi, tout simplement. Il y a un truc qui est particulier par rapport à ton profil et je me retrouve beaucoup là-dedans, c'est le double profil tech et commercial. Parce qu'en fait, tu vois, c'est très rare. C'est soit t'es sales et tu comprends rien au code, ou soit t'es dans le code et tu comprends rien et tu as tendance à toujours exagérer l'autre, etc. Et là, sur le mais du coup, ça développe, on en parlera tout à l'heure, un peu, tu vois, on est plusieurs dans la tête, on est très critique sur beaucoup de choses, etc. Et on est très exigeant. C'est clair. Mais bon, je veux pas généraliser. Mais là, c'est quoi les sujets qui t'excitent en ce moment? Par exemple, tu parlais de l'IA, mais est-ce qu'il y a d'autres, déjà, est-ce que ça t'excite ou pas? Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres sujets là, tu trouves, putain, c'est vraiment pas mal? Ouais, en ce moment. Faut que j'arrête de dire des grands mots. On me dit que j'ai beaucoup de grands mots. Non, mais j'en dis beaucoup et je m'excuse pour par avance. Je pense que un des sujets qui m'anime et qui m'obsède, je vais le dire franchement, c'est ce qui se passe sur les LLM et l'optimisation. Okay. Finalement, je pense que le web est en train de prendre une grosse transfo et que le e-commerce actuel, parce que c'est déjà là, n'est plus du tout le même e-commerce qu'il y a quelques années.
J'ai beaucoup de copains qui font du SEO et qui me disent depuis quelques mois, Thibaut, faut que vous regardiez, il y a une vraie expertise à aller chercher sur comment indexer correctement, comment créer une sémantique qui va être bien indexée dans les LLM. Ça m'obsède absolument. C'est un de mes sujets. Et le deuxième sujet, c'est aussi un combat personnel vers ces évangélistes très critiques autour de certaines technos qui vont faire des raccourcis. Tu vois, moi, clairement, donne-moi un exemple. Je vais donner un exemple. C'est une phrase que j'ai lue sur LinkedIn il y a 3 jours qui disait PrestaShop est mort. Oui, mais ça c'est putaclic, mec. Ouais, mais tu sais très bien que. Ouais. Mais clairement, quand tu creuses, en fait, derrière, il y a 54 personnes. C'est une boîte qui fait 6,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, et tu laisses la parole finalement à des raccourcis comme ça. Et ça c'est quelque chose que j'ai du mal à en cliquant dessus, tu lui donnes de la visibilité. En fait, c'est ça le délire. Alors, malheureusement. je clique pour voir ce qu'il y a dedans, et finalement c'est toujours très. Et tu vois, c'est cette déception de dire, ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose vraiment la question de, bah ouais, la solution est-elle adaptée au marché, à ce client? Et moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de mauvaise solution. Tu m'entendras jamais dire ça, c'est de la merde. Je ne le dirai jamais, parce que je pense que finalement, dans une vie d'entreprise, tu peux avoir une solution A qui est adaptée sur ton 0,3 millions, puis après changer de solution et faire évoluer et digitaliser au fur et à mesure, grandir avec tout ça. Et c'est vraiment voilà, je dis pas qu'aujourd'hui j'ai une certaine sagesse, j'irai pas jusque là, mais je dirais que j'arrive à prendre vachement de recul par rapport à tout ça, et finalement à me positionner là où vraiment j'ai de la valeur sur ce conseil. Quand je dis j'emmène évidemment toute l'équipe derrière moi, mais c'est globalement de dire, bah, on sait être fort, avoir un conseil ultra précis, pour pas dire chirurgical, quitte à dire je ne sais pas répondre à ton besoin et je pourrais pas t'aider à intégrer, parce que c'est pas chez moi que ça va se passer. Tu vois, clairement, PrestaShop, que je connais très bien parce que j'ai développé dessus, je m'en suis éloigné parce que moi, le marché que je voulais adresser était différent de celui qui, pour moi, travaille bien avec PrestaShop. Bon, bah voilà, aujourd'hui, j'adresse des clients qui peuvent à la fois être sur PrestaShop ou sur Shopify. Je sais pourquoi je propose Shopify plutôt que PrestaShop, et pourquoi PrestaShop fait sens pour certains autres. Tu vois, c'est vraiment cette analyse-là. J'aime bien regarder, tu vois, quand je prépare les payes à tourner, le profil LinkedIn des personnes. Je peux te décerner le prix du plus nul LinkedIn allez, j'ai peut-être 10 invités dans le PT. Non, mais t'es d'accord avec moi ou pas? On va le regarder ensemble, mais bon, je vais essayer de le décrire à l'oral. Complètement. Le job title, bon, il est très simple. Il n'y a même pas de ville, c'est juste écrit France. Il n'y a aucune description en général. T'es toujours la description de ce que j'ai fait, etc. Tu ne postes rien, tu fais que reposter, et bah, t'as une expérience DND, mais on sait que t'as fait des trucs avant, mais il n'y a rien. Donc en gros, t'es spectateur parce que tu te connectes à LinkedIn. Mais c'est quoi t'as vu? T'es tellement bullshit que tu veux même pas être dans cette mascarade, ou c'est quoi t'as vu? Écoute, c'est une bonne analyse, et j'avais aucun doute. Et te connaissant, je pense que c'est ça, tu vois. Alors, j'ai toujours eu peur des prises de position fortes sur LinkedIn. Parce qu'elles sont exploitées, réexploitées, réexploitées, et tu vois, on peut se faire allumer sur un podcast sur son profil. Je vais changer évidemment ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai une certaine légitimité à parler, à discuter sur des sujets que je maîtrise. Je suis très spectateur, mais aussi très actif dans les commentaires que je peux faire, parce que oui, j'expose pas tant que je ne voulais pas, en tout cas, me desservir sur certains sujets que j'aurais pas eu forcément en maîtrise, là où aujourd'hui je suis complètement légitime à parler. Je veux le faire avec le bon ton. Je veux pas être un énième personnage de l'écosystème qui va raconter la même chose que tout le monde. Tu vois, en ce moment, c'est pourquoi il faut pas mettre des juniors sur les directions e-commerce. Ok, super, mais c'est quoi l'intérêt d'un post comme ça? Et tu vas en lire 50 dans la même journée. Alors que finalement, il y a d'autres acteurs qui vont être un peu plus saillants, peut-être un peu plus clivants, mais que j'apprécie lire, et j'aimerais être une de ces personnes-là. Simplement, il faut une touch, il faut un certain bagou que j'apprends à développer. Ouais. Il y a deux choses qui sont terribles. La première, c'est que plus tu avances, plus tu gagnes en seniorité, et plus tu te rends compte que tu ne sais rien. Donc, tu vois, quand tu commences, t'as l'impression que t'es une star, et puis en fait, non. Moi, maintenant, je me rends compte que je ne connais rien de l'e-commerce, parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de subtilité, etc. Et la deuxième chose, le paradoxe dans tout ça, c'est que moins tu en connais, et plus tu parles sur LinkedIn. C'est pas une généralité pour tout le monde, mais il y en a beaucoup. En fait, ceux qui font des choses, ils sont pas derrière LinkedIn à faire des trucs, ils ont pas que ça à foutre. Donc il y a ça aussi, il faut prendre du recul. Mais malheureusement, bon voilà, tu vois, c'est les règles du jeu, il faut juste accepter l'algorithme et comment tu détournes. Je vais dire, moi ce que je dis toujours, c'est moins de paroles, plus d'actes.
Et ça, je le dis, mais à longueur de journée, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais peu qui font. Et je préfère laisser parler. Finalement, oui, mais je parle aussi, si on est dans les punchlines, il faut dire sharing is caring, tu vois. Partager, c'est prendre soin des autres. Donc, il faut partager ce que tu fais. Non, en fait, il y a de tout. Chacun faut être en phase avec ce que tu veux faire. Mais ça devient de plus en plus dur et on reparlera de l'IA, mais de trier justement les bonnes choses, les bonnes sources et tout ça. C'est pour ça que je te demandais comment tu fais ta veille. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de faire de la veille, d'avoir des vraies informations et d'avoir un peu d'analyse. Aujourd'hui, plus personne n'a d'esprit critique, mais on en reparlera. Après, il y a un effet quand même ChatGPT aujourd'hui. Que j'utilise moi aussi tous les jours et comme tout le monde maintenant, mais qui lisse les discours, qui prend pas de position et honnêtement qui devient avec beaucoup de recul 100% des posts que tu peux lire sur LinkedIn, tu vois. En discutant avec toi un petit peu en off pour regarder un peu les sujets qu'on allait pouvoir aborder ensemble, tu m'as parlé du métier d'e-commerçant. Alors c'est rigolo parce que c'est pas du tout un truc que j'aurais imaginé, surtout venant de toi. Tu vois, tu serais retailer, marchand, et puis tu t'es reconverti, ok. Et d'un autre côté, mais 12 piges, t'as dû voir tellement, justement, t'étais en contact de tellement d'entrepreneurs, de marchands, de boîtes qui commencent, qui grandissent, qui se cassent la gueule et dans tous les sens, que je trouvais ça hyper intéressant d'avoir ton point de vue, justement. Et on est dans le café de l'e-commerce, donc c'est carrément dans le sujet. C'est quoi ce métier d'e-commerçant? Ou comment est-ce que tu le vois toi aujourd'hui et qu'il a pu évoluer? Il est dur, non? Il est très très dur. Alors je vais commencer par dire ça et je leur tire mon chapeau. Parce que franchement, il a beaucoup changé. Tu vois, il y avait cet Eldorado du e-commerce. C'était facile. Voilà, c'était facile. Tu faisais beaucoup de cash et puis honnêtement pour nous aussi c'était plus facile. Tu pouvais faire t'avais pas forcément besoin de te challenger, t'avais pas forcément besoin de t'outiller sur des outils de contrôle. Aujourd'hui ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que dans les plus grosses maisons françaises que l'on connaît, les plus grosses boîtes que l'on peut accompagner, on voit des budgets qui sont divisés par 5, 10 parfois même plus sur certains budgets e-commerce pur et dur. Il faut faire encore plus de chiffres avec des marges qui sont beaucoup plus faibles. Et donc moi je pense que le métier du e-commerçant aujourd'hui c'est d'abord de regarder le ROI et le ROI. Vraiment, il y a un sujet de retour sur investissement, 1 euro dépensé doit me rapporter, qui n'était pas existant il y a 13 ans pour être très transparent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la compète marketplace et autres que tu connais bien. Je pense que personne ne découvre. C'est se dire, ok, comment j'arrive à garder mon identité de marque en tant qu'e-commerçant, la montrer de manière très très forte. Et au passage, c'est pour ça que les DNVB et les marques à empreinte forte réussissent à faire beaucoup de chiffres plutôt que des marques un peu plus génériques ou de distributeurs. C'est parce que eux ont un message à faire passer. Là où à l'inverse, les distributeurs généralistes et autres sont moins regardés, moins écoutés, moins sexy et tout ce que l'on veut. Donc le métier du e-commerçant, pour moi, il est effectivement très complexe parce que c'est pas du tout finalement du commerce pur et dur. Il faut être à moitié DSI, à moitié directeur marketing, à moitié directeur des achats, parler de marge, parler de PNL, parler de tous ces gros mots là finalement qui veulent juste dire ok, je dois vendre un produit et faire de l'argent en vendant ce produit avec toutes les charges que je dois payer. Et donc c'est hyper dur. Et en plus de ça, t'as des e-commerçants qui se font matraquer toute la journée par des nouveaux concepts, des nouvelles technos, des nouveaux outils, des gens qui essaient de te vendre des choses sans forcément comprendre ton métier. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est c'est là où vraiment il y a une zone de génie, c'est de te considérer toi comme étant associé au développement de la marque que tu vas accompagner. Et non pas un simple presta exec que l'on pourrait avoir parfois. À l'époque, où il n'y avait qu'un seul canal, c'était très simple, ou c'était beaucoup plus simple. Et en plus, tout était en croissance. La complexité de ce métier-là, c'est effectivement le touche-à-tout. Où c'est de la tech, c'est du marketing, c'est de la finance, et c'est tout en même temps, c'est de la supply et compagnie. Et ça devient... Du coup, tu as des équipes, mais même si tu as des équipes, il faut comprendre ces sujets-là. Et tout est lié. Et in fine, c'est l'expérience client. Et ce qui est terrible, c'est t'en parlais, c'est que la concurrence, elle fait que se développer. T'as la concurrence chinoise, t'as la concurrence des marketplaces, t'as le consommateur qui a jamais été aussi peu fidèle avec les enseignes parce qu'il va regarder que le prix, surtout en ces moments difficiles. T'as complètement raison. Mais alors du coup, c'est quoi l'avenir de l'e-commerçant? Il y a un avenir ou pas? Ouais, je pense qu'il a un avenir. Il faut qu'il arrive à se transformer, tout simplement, ce job-là. Ça fait 20 ans qu'on parle de transformation, mec. Ouais, mais on va jamais s'arrêter. Tu vois, typiquement
ce qui est sûr, c'est que la tech et ce métier de e-commerçant et le digital au sens large du terme sont les métiers sur lesquels il faut vraiment apprendre avec l'évolution. Il faut se former. Tu vois, pour le petit exemple, chez nous, c'est des centaines de milliers d'euros dépensés en formation pour tout poste, tout profil, parce que ça n'arrête pas de changer. Donc il faut réussir à avoir des e-commerçants qui font les bons choix, des choix pragmatiques, héroïstes, mais surtout qui font appel aux ultra experts au bon moment. Tu vois, typiquement, attends pas de planter ta refonte e-commerce pour te dire tiens, j'aurais peut-être dû cadrer en amont. Peut-être prends d'abord le feedback, commence à composer ta vision des choses, assume-toi en tant que marque aussi. N'aie pas peur de dire ça je fais pas. Je m'associe pas avec un tel parce que ça va tuer ma marque, etc. Tu sais que malheureusement, t'as complètement raison. La difficulté, c'est qu'en interne, il y a des bagarres internes parce qu'entre les services, il y a des équipes où on est sous-effectif. Donc en fait, ça serait peut-être un peu plus simple s'il y avait une voie alignée. Ouais. Mais en fait, malheureusement, c'est la merde. Il y a la tech qui se bat contre le métier, qui se bat contre ci, etc. Donc c'est hyper difficile. Ça explique aussi pourquoi c'est très très compliqué et que les réponses, certains éléments de réponse on les a, mais expliquer à la marque qu'il faut se transformer, elle a peut-être pas les possibilités de le faire. Ouais, clairement. Après, moi, j'ai envie de te dire, ce métier, faut aimer ça. C'est l'entrepreneuriat ou l'intra-entrepreneuriat, ça en fait partie. T'as une réalité quand t'es e-commerçant et pour donner des postes responsables e-commerce, directeur e-commerce et autres, c'est vraiment d'être la vitrine finalement en ligne de ta marque et il faut pas en avoir peur. Là, au feeling à peu près, là, en 12 ans, tu as accompagné ou tu as travaillé sur combien de projets, tu dirais? Depuis que je suis chez en 12 D&D, ans, tu as eu 100 pour donner un chiffre à peu près. Clairement, je sais combien j'en ai vendu, ça c'est sûr. Non, je dirais un peu plus de 200. Ouais. Ok, on va dire 200. Ouais. Et tu dirais sur ces 200, ceux qui fonctionnent, c'est ceux qui testent à tout va, qui prennent des risques et qui testent, ou ceux justement qui sont plutôt suiveurs et qui ont une vision plus sécure, prudente, tu vois, pour dire ok, où est-ce que j'investis? Tous les attentistes meurent, c'est clair. C'est-à-dire que si tu t'adaptes pas, si tu prends pas le train en route des dernières tendances et autres, clairement ça fonctionne pas. Et je dirais que ceux qui testent en continu et ne s'arrêtent jamais d'évoluer, voilà, sans forcément regarder ce qui se passe, sont aussi à risque parce que donc il y a un juste milieu. Ouais. Exactement. C'est là où pour moi le curseur doit être placé. C'est vraiment un juste milieu. Alors peut-être un peu plus vers l'innovation quand même et le fait d'être dans la tendance et de prendre des risques. Par contre, ceux qui attendent meurent, c'est clair. Tu vois, typiquement, ceux qui n'ont pas la notion de ce que leur coûte une vente en ligne. Tu vois, ça c'est une question que je pose tout le temps. Je leur dis mais bout en bout là, combien vous coûte la vente en ligne? Tu vois, l'XP, les charges liées à ta plateforme e-commerce, ta communication, ton marketing et autres font une erreur cruciale pour moi. Tu vois, c'est là où le bas blesse. Et pareil, ceux qui se ferment des marchés parce qu'ils sont pas sexy, parce que c'est pas la priorité. Tu vois, notamment une belle marque B2C qui a une vieille plateforme B2B qui fonctionne pas, mais qui veut pas investir dessus parce que c'est pas cool, c'est pas sexy, ça passe pas à la télé, se trompe. Voilà, typiquement. Sur justement, t'en parlais là, ça fait quelques années déjà que t'es dedans, t'as travaillé sur plus de 200 projets. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle du marché e-commerce en France, de l'évolution. Et depuis le début de 2010, c'est des cycles en fait. Et là, on est dans un cycle, clairement. J'attends le prochain. Pour être franc, là, pour te dire en off, franchement, je suis très curieux de voir c'est quoi le cycle. Peut-être que ce sera le cycle de l'IA, j'en sais rien du tout. Mais comment est-ce que tu vois ce marché de renouvellement ou ce cycle de plateforme e-commerce? C'est quoi les technos en ce moment? Tu vas me parler de Shopify dans 5 secondes, j'en suis certain, mais c'est quoi les techs là que tu vois qui fonctionnent bien et où est-ce que ça va? Écoute, je suis d'accord avec toi, ce sont des cycles. Je pense moi je suis à mon 2e cycle vécu, tu vois, sur l'apparition. Alors, on-prem, Mac-based architecture, et puis là, SaaS. Bon, voilà, c'est des tendances, ce sont des tendances. Et puis dans SaaS, t'as le big platform, one size fit all, et puis t'as des plus petits de niche. Clairement, et là, je te dirais que le futur, je le connais pas et j'ai hâte aussi de le découvrir, ça c'est clair, et c'est pour ça que je reste vraiment up to date pour pas que le train passe sans moi, quoi, tu vois. Maintenant, je te dirais que il y a un cycle dans lequel on est quand même, qu'apporte le SaaS, qui est risqué. Risqué pourquoi?
parce qu'on en oublie les intelligences techniques, technologiques dans nos systèmes d'information. Là, tu vas me dire, ouais, c'est un ancien dev, il veut faire de la tech et pour faire de la tech. C'est pas du tout ça. C'est de se dire, c'est pas parce que tu peux automatiser un développement sous IA aujourd'hui que c'est un bon développement qui va fonctionner pour toi, ta marque et autres. Et c'est pas parce que c'est simple que ça à mettre en place que ça doit être simple en réflexion. Et je pense que l'intelligence a été décalée d'une phase, qu'il faut être beaucoup plus intelligent en amont dans les réflexions. Alors oui, tu vas passer moins de temps à déployer une plateforme, ça j'en suis sûr, et ça va devenir une commodité. Ça n'a fait que évoluer. L'e-commerce. Finalement, la plateforme en elle-même est vraiment devenue un outil, là où il faut avoir par contre des visions beaucoup plus solides. Et donc, finalement, comment on va automatiser, lier ces différentes plateformes entre elles. C'est bien d'avoir un SaaS, mais typiquement, et avant de te parler de techno pur et dur, moi, quand on était sur on-prem, c'était assez facile. On disait, j'ai une plateforme e-commerce, je dois la brancher avec un ERP, je vais développer un module sur cette plateforme e-commerce. Ça, tu l'as connu dans tes expériences passées. On développait tout sur le serveur de la plateforme e-commerce. C'est la plateforme e-commerce qui était maître. Pourquoi ? Parce que tout le monde voulait aller sur le e-commerce, c'était incroyable, c'était le seul moyen de grandir. Puis après, on a pris cette vague omnichannel, tu vois, multicanal, dans laquelle je veux réussir à vendre mon produit dans mes magasins de la même façon que je le fais sur ma plateforme e-commerce, la maîtriser sur mes marketplaces, la maîtriser dans ma distrib, etc., etc. Et là, on a changé quelque part de philosophie qui était de dire, je vais essayer de mettre un bon outil global. Ça, il y en a beaucoup qui se sont heurtés à dire, je vais faire de l'OMS, du e-commerce, du PIM, du DAM au sein d'une même plateforme. Et là, je pense qu'on a fait il y a eu une erreur qui a été faite, qui a été réorientée par l'arrivée de ces approches Mac où je mets des briques et je les interconnecte les unes entre elles. Cette dernière version n'était pas non plus celle la plus adaptée parce que tu achetais des services, une fortune. On est passé d'un extrême à l'autre. Voilà, on est passé d'un extrême à l'autre. 3 choses. La première, c'est que, je le disais, il n'y a pas de mauvais outil, il y a un outil qui est adapté ou non pour toi. Ça, c'est le premier point. Deuxième aspect, c'est qu'il n'y a pas d'outil qui travaille seul. Et donc, si tu as un SaaS sur lequel tu fais pas de dev, il va falloir le connecter avec un autre outil. Et donc, on en revient au middleware. Typiquement, on a transformé ces développements qu'on faisait sur la plateforme e-commerce de base et on les a mis dans des outils intermédiaires, middleware, entre les deux. Et puis, le troisième aspect, c'est n'oubliez pas l'objectif final. Qu'est-ce que je vais faire sur ma plateforme ? Je veux une meilleure data. Pourquoi une meilleure data produit ? C'est pas parce que j'ai un PIM que ça va fonctionner. C'est ce que j'en fais qui est utile. Et finalement, on a trop confondu, mergé la notion d'atteinte d'un objectif et de mise en place d'un outil. Et dans les CEO qu'on accompagne aujourd'hui, les grosses DSI qu'on accompagne aujourd'hui, on entend souvent putain, j'ai un PIM, mais ma data produit en live, quand je la consulte, elle est nulle. Elle est pas bonne, elle est pas adaptée. Ouais, mais c'est pas parce que tu as un PIM que tu vas réussir à faire de la qualité sur ton produit. C'est ce que t'en fais de cet outil qui est important. Tu sais, c'est comme ok, est-ce que tu peux planter une vis avec un marteau ? Oui, tu peux, mais c'est pas fait pour. Bon, c'est un peu ça finalement. C'est le résultat va être moyen parce que tu utilises pas très bien ton outil. Et après, l'autre aspect aussi, et ça on le voit, il y a un retour en arrière incroyable qui est fait. C'est qu'avant on mettait des outils partout dans des enterprises, tu vois, dans des grandes maisons, on voit 3 ERP, 5 e-commerce, 2 PIM, etc. Et finalement on est revenu sur une notion que tu connais bien qui était l'économie d'échelle et les corps modélisations. Ouais, donc en gros, les usines acides, etc. Je viens créer des usines acides. Donc voilà, pour résumer et répondre à ta question, il y a eu énormément de mouvements dans ce marché, énormément de variations. Il faut clairement s'adapter systématiquement, mais ne pas en perdre l'objectif final. Qu'est-ce que je vais en faire de ces outils et comment je vais les mettre en place ? Et évidemment, moi aujourd'hui, si je dois résumer, j'ai 3 convictions fortes. Le SaaS, c'est une vraie innovation, c'est un vrai outil qui va répondre à une vraie problématique à un instant T, qui est de dire je veux pas de maintenance, je veux pas. La question elle se pose même plus. Ouais, la question se pose même plus. Ouais, voilà, y a plus de prévu. Donc ça, à la limite, ça y est, le marché a changé. Ça y est, je parle de ça. Je peux te parler de Shopify, je peux te parler d'Akeneo, notamment, qui sont les 2 outils qui ont vraiment adressé la notion de SaaS. Après, tu as la notion de PaaS, Platform as a Service, qui est un hybride dans lequel tu dis
je suis hébergé par l'éditeur qui de mieux que l'éditeur pour héberger ma plateforme, mais par contre je peux quand même avoir une certaine latitude sur les mises à jour, dans le développement que je veux faire ça. et autres. Ça c'est cool, ça apporte une flexibilité qu'un SaaS parfois peut te ça serait le modèle Adobe. Ouais, Adobe, tout à fait, ouais, ils sont sur ce modèle là, c'est pour ça qu'on les apprécie, ils mettent des outils à disposition, mais finalement déjà là tu rentres dans un besoin métier à adresser qui est beaucoup plus complexe qu'un simple e-commerçant. Tu vois, il y a des silos qui se sont créés. Il y a celui qui fait du e-commerce simple, celui qui fait du e-commerce complexe, et il y a vraiment un fossé qui s'est créé. Et puis après il y a d'autres plateformes qu'on va apprécier, très spécifiques dans leur métier. Custom. Voilà, alors avant d'aller dans le custom, tu vois, il y a typiquement des plateformes comme Silus qui tournent sous Symfony, qui répondent à une autre problématique, un parcours d'achat très spécifique, des méthodes et une volonté d'aller dans quelque chose d'ultra dédié à mon métier et qui sont importantes à garder sur notre écosystème, qui vont peut-être, je pense, en tout cas, répondre à une problématique métier B2B très forte. Dans la même veine, on va avoir des Eurocommerce, clairement que tu connais. Tout le monde dit aujourd'hui Eurocommerce, c'est une usine à gaz très lourde. Moi, je suis pas du tout d'accord. Ça répond parfois à un besoin métier hyper précis. Typiquement, si demain tu veux associer et onboarder ta force de vente à l'utilisation d'une plateforme e-commerce, c'est le meilleur outil. Qui a un CRM dédié et finalement qui fonctionne parfaitement bien. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de mauvaise plateforme. J'ai des avis forts aussi sur d'autres que je tairai ici, mais sur lesquels je trouve plus de réponse. Enfin, je trouve que la réponse n'est plus adaptée au marché. Tu vois, j'ai beaucoup de difficultés avec ces plateformes qui coûtent une fortune en licence, qui te proposent des fonctionnalités bateau e-commerce et qui te filent juste une API. Tu vois, ça pour moi, Oui, tu avais Oracle dans les années 2000, voilà, Salesforce, puis demain sera le Shopify. C'est-à-dire qu'on regardera Shopify, on se dira c'est quoi cette usine à gaz, c'est des cycles, etc. Ce sont des cycles et des positionnements à voir. C'est clair. Et après, les éditeurs ont besoin de se transformer. Et c'est là où le game se joue pour moi. C'est-à-dire que tu vois, typiquement un Shopify aujourd'hui que moi j'apprécie, tu le sais, et voilà, sans en faire sa promotion comme Adobe et autres. Mais les éditeurs, il faut qu'ils regardent le marché dans lequel ils évoluent. Et Shopify l'a très bien fait en abordant l'enterprise. Adobe l'a très bien fait en allant répondre à une problématique B2B. Et finalement, là où il faut, je pense, mettre l'effort, c'est sur la compréhension des trajectoires que prennent ces technologies et le fit que tu as avec ton marché et les clients que tu aimes adresser avec ces technologies. Mais en ça, ce sont des cycles parce que tu vois, tu parles de Shopify. Ils ont le POS, ils ont le B2B, ils ont le Pay, ils ont la Marketplace, ils vont avoir un genre un OMS où, tu vois, ils vont commencer à se staffer. C'est pour ça que je te dis demain Shopify sera le Salesforce ou l'Oracle qu'on a pu critiquer. Et puis ça sera des cycles, on trouvera d'autres solutions, etc. Parce que aussi il faut se mettre à la place de l'éditeur. Une fois que tu as un client, comment est-ce que tu lui vends plus? Il faut avoir des nouvelles solutions, des nouvelles briques que tu vas pouvoir lui pitcher. Et Shopify, pour revenir dessus, vous l'utilisez. Depuis combien de temps là vous travaillez dessus? Alors, nous ça fait. Toi, tu l'avais arrivé quand? Il y a 4 ans? Il y a 4 ans, on fait notre première plateforme et on met live une première plateforme Shopify il y a 4 ans. Et là c'est l'explosion aujourd'hui, c'est partout. Là c'est l'explosion, on a énormément de demandes, ça fonctionne très très bien, mais ça on l'a pas fait sans vraiment analyser notre marché. C'est-à-dire que on s'est fermé la porte au fur et à mesure de ce qu'on appelle SMB mid-market, parce que nos plateformes e-commerce Adobe et Magento communautaire, pour les citer parce que la communauté est importante, sont des plateformes qui sont coûteuses à implémenter, à maintenir, et finalement fitaient avec une approche upper mid-market et enterprise. Et donc ce segment-là était parfaitement couvert par ces technos, même Oro comme tu le sais, Silus exactement. Donc ça, on avait bien couvert, mais on avait aussi ces marques qu'on appréciait, qu'on adorait, et qui venaient toquer à notre porte, mais qu'on était obligé de refuser. Parce qu'on n'avait pas de réponse plus low level, dans le sens moins coûteuse, plus plug and play et autres. Donc Shopify arrive à ce moment-là. On accompagne Thierry et Marine sur l'ouverture d'une nouvelle plateforme sur Shopify dans le déploiement de leur marque. Hyper content, super approche pour une plateforme qui coûte 10 fois moins cher que ce qu'on fait en panier moyen sur le e-commerce Magento, Adobe Commerce. Et donc à ce moment-là, c'est de se dire quel est le marché, est-ce que je sais l'adresser, quelle est ma valeur ajoutée. Et donc on vient commencer à vendre des plateformes
des marques plutôt très orientées, enfin très shiny, très visibles, qui font des gros chiffres d'affaires, mais finalement sans trop grosse complexité. Et on arrive à vraiment avoir une bonne réponse là-dessus, qu'on est venu agrémenter au fil de l'eau avec des autres solutions qu'on venait plugger, tu vois, récemment Power, Join et autres que tu connais. Et en complétant avec ces solutions-là, bah, ça fait clairement le job. En général, les agences, tu vois, pour chaque segment, ils vont avoir une solution. Ouais. Là, ce qui est rigolo avec Shopify, c'est que ça venait adresser mid-market, et puis ils ont commencé à aller vers l'enterprise, et tout le monde les a accompagnés. Et les agences qui étaient traditionnellement sur ce segment mid-market, bah, ils ont commencé à monter en compétences. Elles n'ont pas toutes réussi. Et il y en a plein qui ont essayé, qui se sont cassés la gueule, parce qu'en fait, tu adresses pas les grands comptes de la même manière, international, le support, etc. Mais c'est vrai que du coup, c'était un levier de croissance aussi incroyable. Ça, c'est clair. Et juste un point là-dessus qui est vraiment important. Nous, la transfo, elle se fait aussi autour d'une collaboration qu'on fait avec Rainbow, une société alsacienne. Ouais, tout à fait, dont on s'est rapproché, qui était je dis peut-être une bêtise, mais si c'est pas la première, une des premières à déployer Shopify. Et eux avaient vraiment une position très forte sur le segment SMB mid-market. Tu vois, c'était clair dès le départ, ils voulaient pas faire une enterprise. Et c'est finalement grâce à ça qu'on a eu ce tremplin. On s'est rapproché il y a presque 2 ans maintenant, avec une grosse discussion avec Luc, qui nous a transformé sur notre vision de ce marché-là. C'est clair, nous on vient de l'école Hermès. Tu vois, on est tous plus ou moins passés par ce projet énorme qui a, selon moi, révolutionné le e-commerce français, hein, clairement. Ils sont arrivés, ils ont dit bon, bah, c'est comme ça qu'on va faire du luxe sur du e-commerce, et ils ont donné un peu le là à toutes ces boîtes. Mais l'enterprise, c'est pas adapté à n'importe quelle marque, tu vois. Il faut accepter qu'il y ait des marques qui bricolent. Il y a rien de péjoratif à ça, tu vois, qui font avec leurs moyens. Et donc c'est vraiment en redescendant sur ce segment qu'on a créé aussi une expertise beaucoup plus avancée, toujours avec une orientation de créer de la valeur. Parce que là, pour le coup, la différenciation est très, très, très complexe. C'est-à-dire que tu as plus de 1000 agences Shopify françaises. Donc, si tu veux faire les choses bien, il faut les faire différemment aussi. Et donc, on a tout misé sur le conseil, l'accompagnement, la digitalisation long terme. Voilà. Et c'était dans la philosophie. Dans cette compétition, les prix sont souvent tirés vers le bas, le service aussi, l'accompagnement aussi. Donc, c'est très, très dur de faire son trou. Et je parle avec des agents tous les jours qui me disent qu'ils veulent pas aller sur Shopify parce que si c'est pour être le 1001e, je sais pas combien, la 100e agent, ils s'en foutent complètement. Donc, ils vont faire des paris sur des technos un peu plus exotiques. Et c'est pour ça qu'après ils essayent de faire entrer, comme on dit, des balles dans des carrés ou je sais pas quoi, mais bon bref, tu vois, ils essaient de pousser, et c'est de là que vient sur le marché où tout le monde va être sur tout, parce que en fait voilà, il faut vendre des projets malheureusement. Thibaut, je veux parler d'un autre truc. Ton poste, toi t'as un poste de commercial, enfin t'as les deux casquettes, mais en tout cas, mais aujourd'hui t'es commercial. J'aimerais bien discuter avec toi justement de comment on vend de l'e-commerce, et ça a beaucoup changé ces dernières années. Et alors, avant de te laisser la parole, moi j'ai l'intuition forte que sur le marché des solutions SaaS, aujourd'hui en 2025, la vente vieille école, ça marche plus. Il faut faire de la vente conseil, qui est de la vente technique d'ailleurs, ou métier, ou d'experts, etc. Et ça demande justement de recruter des commerciaux, c'est hyper difficile. Tu vois, tout à l'heure tu parlais de SEO. Si tu dis à un client, on va vous optimiser dans le SEA, tu trompes de mots d'une lettre, il va te regarder, mais de quoi il me parle, il est complètement donc c'est extrêmement difficile. Et j'ai vu énormément de commerciaux qui se sont fait virer ou qui ont eu des problèmes, parce que justement c'est un métier où il faut être expert e-commerce malheureusement, et en même temps savoir vendre. C'est quoi un peu ta vision de la vente justement commerce? Alors moi je suis pas un vendeur de technologie, je suis un vendeur de projet, un vendeur d'expérience. Ça c'est le premier point. Si tu as compris ça, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail, mais c'est globalement de dire je suis pas là pour te vendre quelque chose à tout prix. Et effectivement, je pense que le commercial à l'ancienne est mort. Et heureusement, parce que honnêtement, il y en a encore quelques-uns, qu'on connaît aussi et qu'on arrive à identifier. Même s'il y a des travers de la vente à l'ancienne où je vais te donner les prix, mais ça dépend, machin. Putain, fous le camp, t'as un price list, donne-moi le prix. Et en fin de compte, tu vois, tu vas donner 100, 2 mois après, le prix il est 10. Quoi. Donc, il y a quand même un peu on a gardé un peu de ça malheureusement. En fait, je pense qu'il va y avoir une nouvelle vague de commerciaux et il faut plus de transparence dans les prix quand même. C'est un gros problème, je trouve, dans la vente de soft. Ouais, complètement. Après, le commercial aujourd'hui qui a pas compris que s'il crée pas de valeur, il vendra rien. Ça marche pas que dans le e-commerce. C'est-à-dire que on a tous un exemple d'un commercial qui nous a plu et déplu, et on sait pourquoi. Bon, la réalité c'est qu'aujourd'hui on fait pas
de la vente, on fait du conseil plus que de la vente. Évidemment, in fine, notre objectif, c'est de conclure un marché avec un client. Moi, je me positionne plutôt en partenaire qu'en prestataire, comme tu l'as compris. Mais je pense que le bon commercial aujourd'hui, c'est un commercial qui écoute plus que ce qu'il ne parle. Ça, c'est le premier point. Et vraiment, quand tu en parlais sur LinkedIn tout à l'heure, mais je le vois aussi dans des discussions commerciales, je peux te dire qu'on a 2 typologies de prospects et de clients actuellement. Tu as des gens qui sont très peu matures, très ignorants, peut-être beaucoup plus que par le passé. Enfin, en tout cas, toi, quand tu avais ton poste de commercial, tu voyais des gens qui étaient quand même, je pense, plutôt capés, en tout cas qui savaient réellement comprendre si ton discours était bon ou pas bon. Tu as des gens qui sont vraiment très peu matures, pas du tout experts, et l'inverse complet. C'est-à-dire que typiquement, tu peux aussi tomber sur des gens qui sont ultra experts, beaucoup plus encore que finalement ces consultants ou autres que tu peux avoir dans de grosses ESN. C'est des gens qui vont prendre le temps de comprendre pourquoi Shopify, pourquoi Adobe Commerce, qu'est-ce que fait la techno, comment elle fonctionne, c'est quoi le back-office, etc., etc. Donc nous, on apprécie cette deuxième typologie de clients parce qu'on parle le même langage et on met le cran juste au-dessus en termes d'expertise, et ça le fait parce qu'on leur apporte encore quelque chose. On a eu plus de difficultés au départ sur des gens à évangéliser avec beaucoup de pédagogie, et finalement aujourd'hui on a les 2 approches. Mais pour répondre à ta question là sur qu'est-ce que le commerce aujourd'hui, pour moi c'est plus du commerce au sens propre du terme, c'est vraiment du conseil pur et dur et de comment je vais orienter ma réponse pour répondre à une problématique de mon client. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ces dernières années la partie avant-vente elle a pris beaucoup plus de place, et même parfois la marque, le retailer, il en profite parce que c'est du travail gratos, c'est du conseil gratos, parce que maintenant il a des experts devant lui. Tu vas voir le directeur conseil, le directeur de je sais pas quoi qui va venir, et du coup il prend des infos jusqu'à un moment tu dis mais après il va partir avec le concurrent et il peut le faire ou pas. Donc il n'y a pas un équilibre là qui c'est pas déséquilibré justement ces discussions. Il n'y a pas de raccourci à faire sur ça. Effectivement, il y aura toujours des gens qui vont profiter de ton expertise. Mais tu sens pas plus qu'avant. Et ça a toujours été le cas, mais tu sens pas que le travail d'avant-vente il est bien plus important qu'il y a quelques années? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le travail d'avant-vente est plus complexe parce qu'il faut dégommer des discussions commerciales qu'il y a pu avoir de part et d'autre qui sont pour le coup beaucoup moins maîtrisées. Donc ton effort il est plus important. Si tu as certainement raison. Voilà. Après, il faut savoir les détecter et puis pas. Moi, je pense qu'on a vraiment une approche à avoir qui est de fitter avec ton client parce que tu te projettes avec lui, et si tu vois qu'il est là pour prendre de l'info, soit tu lui donnes parce que c'est partie du job et c'est ok, soit au contraire tu joues pas, tu te retires et tu laisses la place aux autres. Thibaut, on est le café de l'e-commerce. Tu m'as dit t'écoutes depuis combien de temps? Je te dirais 4 ans peut-être. Tu loupes aucun épisode ou t'écoutes de temps en temps? Non, je sélectionne. C'est-à-dire, tu sélectionnes comment? Le titre? Ouais, le titre, le contenu, ce que tu mets sur ta page. En fonction des news, tu te dis t'écoutes ou pas. Ok, et écoute, tu sais que c'est l'actualité. Et donc là, je voulais te proposer de faire une petite revue de presse récente de ce qui s'est passé. J'ai pris quelques news et j'aimerais avoir ton avis. Tu connais mon avis parce que j'en ai déjà parlé, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Alors, le premier, c'est le sujet du Virtual Try-On. C'est Google qui permet aux utilisateurs d'essayer virtuellement des chaussures. Mais en réalité, en France, le Virtual Try-On ou le guide détail, tu as du Fringant, Clip, Fitmatch, Fittle, Mesmerize. T'en as tous les jours, il y a un nouveau qui apparaît. C'est quoi ton avis? Et du coup, avec ta casquette DND, ça peut être rigolo, mais c'est quoi cet avis de Virtual Try-On et de guide détail? Ça sert à rien ou c'est utile? Moi, je pense que c'est utile. Par contre, c'est pas du tout nouveau. Tu vois, ça a été poussé comme étant la nouveauté et c'est bien parce que ça alimente les réseaux, on peut en discuter. La première implémentation sur Atoll les opticiens que j'ai connue, elle date d'il y a 11 ans. C'est ça, 2010, les premiers trucs sur les lunettes. Exactement, bien sûr. Exactement. Et donc, mais est-ce que ça répond à un vrai besoin? Et du coup, il y a une hype. C'est surcoté ou sous-coté? Non, on voit, tu vois, typiquement, nous on pose des sondes sur les sites de nos clients qui utilisent du Virtual Try-On et clairement c'est énormément utilisé. Je l'utilise jamais, donc en fait je suis pas la cible. Ouais, t'es peut-être pas la cible. Demande à ton entourage et des gens qui sont clairement branchés absolument H24 sur leur téléphone, leur ordinateur. Les gens aiment bien tester. En fait, les gens aiment tester parce qu'ils peuvent comparer. C'est rigolo. Et ça va, ça va jusqu'au paiement. Enfin, en gros, tu convertis plus. De toute façon, c'est l'engagement sur un site. Vraiment à identifier. Tu vois, même nous dans nos tracking.
est-ce que c'est le virtual try-on qui a fait que la conversion est passée? En réalité, ceux qui te disent ça, c'est ceux qui ont envie de te vendre de la presta. C'est ça, et exactement. autres. Bon, ça, j'ai pas la réponse, honnêtement. Je pourrais pas te dire. Enfin, j'ai pas envie de prendre une position forte. Par contre, j'ai envie de te dire une chose, c'est que si c'est un de tes compétiteurs le fait et que tu ne l'as pas, t'as le truc en moins. Tu penses que demain, sur tous les sites e-commerce de fringues, etc., de bijoux, tu pourras uploader ou faire un scan et après tous les modèles c'est toi? J'espère. C'est le next step. En fait, ça serait logique. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir un modèle qui soit pas toi? Je suis convaincu que, enfin, je te connais un peu maintenant. Quand tu trouves un t-shirt qui est à ta taille, tu vas l'acheter 10 fois. Ah bah oui, 100%. Mais mec, j'ai 10 t-shirts noirs. Mais c'est exactement ça. Alors moi, tu me connais. Pareil, les caleçons, les chaussettes, tout ça, c'est pareil. Alors, je fais partie de ces gens-là. Une fois que ça me va bien, je déroule. Et finalement, ceux qui proposent, tu vois, cette modélisation de ton corps de haut en bas. J'ai vu une démo absolument oufissime là de Nike. Il y a Fitmatch qui fait un truc comme ça. Hein. Alors oui, ouais, tout à fait. Je les ai vus aussi. Mais ça, c'est un éditeur. Mais Nike le propose. Mais Nike en R&D, on dit, tu vas arriver chez moi, je vais te scanner et tout au long de ta progression dans le sport, tu vois, lié à l'application, tu maigris, tu prends du muscle, machin, je vais te pousser tes produits adaptés à ta corpo. Ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et moi, je me projette bien là-dedans parce que t'as pas le temps de, tu vois, on est des gens qui passent quand même quelques temps au travail. Et ouais, si t'arrives à avoir des marques qui savent et te connaissent par cœur et font du sur-mesure sans faire du sur-mesure, là, ils ont tout gagné. Il y a quelques années, on était avec Laetitia aux US et on avait rencontré Fitmatch et d'autres marques concurrentes. Et en fait, ça me paraît pas déconnant d'avoir dans ton wallet ton passeport de tes tailles, etc. Carrément. Et quand tu vas sur un site, il y a un système où tu puisses le plugger et t'as ma taille directement. Là, tu vois, j'étais dans une boutique, je fais du M, j'essaye le truc, j'ai dit non, c'est beaucoup trop large. Alors, je fais de la muscu, normalement, je devrais être ML, tu vois. Et là, j'ai pris du S et le S était à ma taille. Donc, en fonction de ce que tu prends et tout ça, ça taille différemment et ça veut rien dire SM et compagnie, quoi. Donc, c'est rigolo. News suivante, Amazon qui déploie All, Amazon All en France. Et en fait, je fais directement un lien avec les Shein Temu, c'est l'ultra discount de tous les produits. Tu l'as teasé tout à l'heure, Shein qui va qui s'associe avec le BHV, c'est ça? Et donc, en fait, comment tu vois ces nouveaux acteurs? Est-ce que toi, déjà, tu le vois? Est-ce que tu accompagnes des clients? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se rendent même pas compte de ce qui est en train de se passer. Quoique maintenant, Shein, ça y est, on commence à le voir. Mais ce marché-là des concurrents, ces marketplaces, de ces acteurs chinois, tu le vois, toi, au travers de tes clients ou pas? Franchement, non. Pas tant que ça. Et oui. Parce que c'est pas tes interlocuteurs, parce qu'ils en ont pas conscience, parce qu'ils sont pas sur ce segment. Il y a beaucoup de points à voir. Le premier, c'est que sur le luxe, ce qu'on voit par la concurrence, c'est les copies. Et tu sais, ce fameux marché gris là, ça existe, c'est réel. Tu vois, on accompagne certaines marques dans l'ultra luxe, je tairai ici, mais vraiment sur du très haut de gamme, qui eux nous disent ils nous font mal parce qu'ils nous copient et que clairement, si tu peux avoir une belle copie plutôt qu'un original et que personne s'en rende compte, je vais acheter. Ça, c'est un premier point. Est-ce que ça nous concerne en direct? Non, parce que la marque qu'on accompagne, elle va toujours continuer à se développer, elle va bien tourner, juste ça lui fait mal à elle-même en tant qu'image. Ça, c'est plutôt orienté luxe. Après, je te dirais que l'élément absolu qui fait mal, c'est la partie servicielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, un client qui peut pas faire un retour produit gratuit sur une plateforme e-commerce, t'as l'impression que ça n'existe plus, ça existe encore. Et ça, en réalité, quand tu as Amazon Prime qui rafle tout avec de la livraison en 24, 24/7, que tu reçois tes produits dans la demi-journée dans région parisienne et autres. Enfin, vraiment, c'est des trucs assez exceptionnels et qui sont... Retour sans package. Tu files le QR code et tu peux retourner le produit. Je dis, what the fuck? Ils ont tout compris. Bien sûr. Ils ont tout compris. Et c'est hyper dur de t'aligner. C'est vraiment cette course au service qui est compliquée. Et tu vois, moi, j'en parlais avec mon entourage là récemment et il y a des marques aujourd'hui qui font un produit exceptionnel mais qui ont un service catastrophique. Nous n'en accompagnons pas encore aujourd'hui, tu vois, chez D&D, mais j'ai envie juste de leur dire, mais pourquoi vous mettez pas à niveau? Ça coûte rien ou très peu. Si, ça coûte. Si, ça coûte, mec. C'est justement pour ça qu'ils le font pas. Ça coûte en ressources, ça coûte en ça coûte en solutions peut-être, etc. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas que ça coûte rien, mais l'effort est clairement très très minime par rapport à ce que ça va leur apporter. Quand je dis que ça coûte rien, c'est que c'est très vite héroïste, c'est tout. Tu vois, quand t'es un client qui dit je vais pas mettre un guide détail sur ma plateforme e-commerce parce que ça coûte trop cher. Ouais, mais t'as la gestion des retours derrière, et le call center et les machins trucs. Je suis d'accord avec toi. Quand tu prends un vieux call center alors que tu pourrais avoir un call me on WhatsApp, voilà, des détails comme ça qui sont des mauvais choix finalement.
J'espère que tu l'as vu passer. Shopify qui s'allie à OpenAI pour permettre la vente directe sur ChatGPT via Instant Checkout. On parle de plus d'1 million de marchands qui pourront vendre directement leurs produits dans ChatGPT avec donc Instant Checkout. Shopify qui intègre tu peux intégrer tout ton catalogue dans ChatGPT. Les paiements, le système et données clients restent sous le contrôle des marchands. Ça, c'est un point hyper important. C'est en ça que pour moi, c'est une news incroyable. Et tu as une petite commission. Enfin, tu as une commission, je vais enlever le mot petit, par OpenAI sur chaque transaction. Tu as vu passer ça? Vous qui faites beaucoup de veille, qui bossez sur Shopify. Tu vois, et même, tu me parlais d'IA, que tu transformes des ND en boîtier IA. Tu dois te positionner dessus. Tu vas te positionner dessus, non? On est déjà positionné, ouais, tout à fait. C'est quelque chose qu'on attendait avec impatience, qu'on savait arriver. Alors, tu sais, il y a toujours ces rumeurs. Moi, je crois beaucoup aux rumeurs parce que très souvent, elles sont là parce qu'il y a quelqu'un qui a lâché l'info à un moment ou à un autre. Il y avait des morceaux de code et tout ça. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient. On était très alerte sur le sujet. On l'a déjà testé. On est en train de poker aussi pour nos clients. Enfin, donc, c'est une très très grosse news ou pas? À mon sens, c'est un banger cette news. C'est un banger. C'est plus qu'un banger. C'est que ça va transformer le monde du digital. Et les autres vont suivre, etc. Mais la manière dont on achète. Ce qui m'embête, c'est que OpenAI, c'est pas le seul LLM utilisé dans le monde. Tant mieux. Donc, ça t'embête? Non, ce qui m'embête, c'est qu'ils aient pas fait tous les LLM d'un coup, tu vois. Mais non. Mais il faut qu'il y ait interopérabilité, il faut que les systèmes communiquent. Donc ça fait chier pour le moment, mais je suis d'accord avec toi. Tout le monde a pris une très grosse claque. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Moi, quand j'ai eu la news officielle, même si on avait entendu ces petites rumeurs, c'est incroyable. Et bien joué à eux. Thibaut, j'ai une petite surprise pour toi. En général, je le fais avec les invités pour le passe le mic, mais j'ai envie de le faire avec toi. Je pense que ça va être très fun. T'as une roue sur mon écran. C'est comme la roue de la fortune. Et t'as plein de petites questions. Alors vas-y, tu cliques dessus, là. Tu cliques sur le truc pour la faire tourner. Et on va voir où est-ce que ça s'arrête. Achat regrettable. Est-ce que tu te souviens d'un achat un peu honteux que t'as pu faire? Honteux? Waouh. Honteux, je sais pas. T'as regretté, tu vois. Ouais. Vas-y. C'est un truc de psychopathe. Et j'adore. Tu sais, cette petite caméra là pour laver les oreilles, tu l'as vu ou pas sur Insta? J'adore, mec. Non, alors c'est quoi? Raconte. C'est un coton-tige connecté. Avec caméra connecté. Et tu vois quoi? Jamais ça quoi utilisé, tellement ça me fait flipper de mettre ça dans mon oreille. Ça me fait flipper de ouf. Mais alors vas-y, raconte, ça sert à quoi? En fait, c'est juste pour te nettoyer les oreilles proprement. Pour moi, c'est genre si Alien est entré dans ton corps, tu vas regarder et tout. Et en fait, t'as ta petite caméra avec cette petite lampe, tu vois tout l'intérieur de ton oreille. C'est flippant, c'est dégueulasse. C'est flippant, t'as ça sur ton téléphone, je l'ai jamais utilisé tellement trop marrant, mais la tech elle est incroyable. Tu le mets en temps réel, tu vois le petit. J'ai craqué parce que la tech j'ai trouvé incroyable. Mais ça fait caméra espion du coup. Tu peux le mettre dans d'autres trucs. Ou tu peux poser le coton-tige. C'est filaire ou pas? Non, c'est sans fil. Non, c'est sans fil. Donc tu peux poser. C'est une brosse à dents électrique, tu vois, en gros, la taille et machin. Tu le poses quelque part et après sur ton phone. Non, c'est très regrettable. T'as payé combien ça? Je dirais 20-30 balles. C'est un truc chinois. C'est 60 balles. Ah ouais. Très regrettable. Et en plus, j'ai installé cette application en tremblant sur mon iPhone. Je ne savais même pas que ça existait. J'adore ça, c'est superbe. Vas-y, retourne-le, on en fera un deuxième. Bah écoute, là, de toute façon, t'as plus de copains, mec, depuis qu'on a commencé à enregistrer. Tu m'as dit, je vais perdre les quelques copains que j'ai. La pire expérience en ligne. Mais là, il me faut le nom, tu vois. Ou allez, si t'as pas le nom, ou un industrie, etc. Il y a un site dégueulasse ou un truc ou une expérience. Écoute, c'est pas un site dégueulasse. Vas-y. Mais je vais y aller fort quand même. Ouais, c'est l'expérience client qui a été terrible. C'est impossible. Vas-y. C'est la Fnac. Ok. Et je débarque. Franchement, je suis un fidèle client historique. J'allais acheter mes premiers jeux d'Xbox là-bas et tout, tu vois. Et je débarque sur cette plateforme. C'était quand? C'était en 2022. Ok, 2021. Donc il y a pas longtemps. Ouais, okay. 2021. Fnac Spectacle. Je veux acheter 2 places de concert. Déjà, pour ceux qui savent pas, à l'époque, en 2022, c'est 2 sites différents. Moi, bah attends, parenthèse, c'est n'importe quoi. Faut se loguer 2 fois. Il n'y a pas de connexion avec ça. Faut se loguer 2 fois. Et même la carte cadeau que tu achètes sur un, pas sur l'autre, et ça. Bon, bah, t'as tout compris. Tu me spoil. Ah putain, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. On m'achète une carte cadeau et on me dit, tu choisiras un concert qui te plaît. Putain, je vois 2 places pour un concert mortel. Je me dépêche parce que tu vois. Ouais. Donc, c'est tout. Je me connecte. Je suis redirigé. Pas de SSO. J'ai pas mon putain de compte, j'essaie de me connecter, ça marche pas, mot de passe oublié. Je me reconnecte. Truc que tu te dis, le password, il était pas partagé entre les 2 comptes. Bon, ok, jusque là ça va. Mais donc je vais pour rentrer mon moyen de paiement une fois mes places de concert sélectionnées. Ma carte cadeau fonctionne pas. Et déjà pour sélectionner où est la carte cadeau, c'est le gros bordel. Déjà c'est un toggle caché. C'est hyper caché, mec. C'est exactement ça. Juste en dessous de la carte bancaire. Donc moi je me dis mais n'importe quoi. Je clique, j'ajoute ma carte cadeau qui est non applicable sur Fnac Spectacle. Mais attends, c'est pas tout.
mec un peu déterminé pour avoir ses places. J'ai vécu la même chose, mec, c'est incroyable. Je vais finir mon achat et là je me tape un downtime de la plateforme, impossible de me reconnecter. Je me dis il y a que eux qui ont encore des places. Je me reconnecte une demi-heure après, il y avait plus de place pour ce concert. J'étais fou allié. Et honnêtement, je n'ai plus jamais repassé une commande sur la Fnac à cause de ça. J'ai perdu 50 balles. Non, mais c'est la même expérience. Aussi, ouais. J'ai acheté la mauvaise carte cadeau parce que c'est ta carte cadeau Fnac et carte cadeau Fnac Spectacle, un truc comme ça. Et ça s'appelle même pas carte cadeau. Ils trouvent des noms bizarres et tout ça. C'est le gros bordel. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, écoute, malheureusement. Thibaut, on arrive à la conclusion. On pourrait rester 2 heures comme ça à papoter et à refaire le monde. La conclusion, c'est la reco déjà. Est-ce que tu as une reco, quoi que ce soit, que tu peux recommander en lien ou pas avec l'e-commerce? Ouais, j'ai une recommandation. Si c'est hors e-commerce, ça m'intéressera pas, tu sais. Donc j'espère que c'est lié avec l'e-commerce. La recommandation, c'est n'oubliez pas votre zone de génie. Focussez-vous sur ce que vous savez faire. C'est un conseil. Ah ouais, c'est un conseil. Ah ouais, génial. Non, mais j'adore. Okay. Genre, je l'ai jamais. Non, mais attends, c'est génial. Alors, vas-y, focus-toi sur là où t'es bon, c'est ça? Focus-toi sur là où t'es bon. Et entoure-toi des gens où t'es unique. Et entoure-toi de gens meilleurs que toi sur ce que tu sais pas faire ou ce que tu sais moyennement faire. Et toi, en tant que e-commerçant, en tant que marque, en tant que prestat de service, en tant que globalement c'est ça Marocco, parce que je l'ai appliqué, j'ai compris ça avec mes mentors passés et honnêtement ça a vraiment changé ma vie quoi. Donc clairement s'il y a une reco, c'est ça plutôt qu'un outil ou autre, c'est vraiment ça. Ouais, et après je ferai que paraphraser ce que tu viens de dire, c'est focus sur tes forces et pas sur tes faiblesses. Ça sert à rien tu peux travailler sur tes faiblesses mais accentue tes forces, pas vraiment le numéro 1 et tu mets tout le monde à l'amende là-dessus. Et ta zone de génie vraiment, n'aie pas peur d'être créatif dans ce que tu connais parce que tu le connais. Écoute, merci pour cette reco. C'est la première fois qu'on me fait une reco, mais t'as raison, le mot recommandation, ça peut être le conseil. Du coup, comment on fait pour en savoir plus, pour garder contact avec toi? T'es dans la communauté WhatsApp ou pas déjà, le Café du Commerce? Bon je sais pas, on trouvera une manière de te plugger et surtout on mettra ton lien LinkedIn. T'acceptes tout le monde? Plaisir, et puis t'acceptes tout le monde ou tu filtres? T'es le genre du monde de personnes à filtrer ou pas? 100%. J'accueille les prospecteurs avec grand plaisir pour parfois leur donner des conseils. Moi, je l'ai félicité. Je me suis fait écoute, il y a 10 jours, une nana m'appelle et elle me fait, c'est tellement smooth. J'en ai recruté des SDR, tu vois, et j'en ai viré aussi. Donc, c'est très dur. Et elle me fait le truc, j'ai écoute, moi, je suis pas intéressé, mais je veux te féliciter. Si jamais un jour est-ce que t'es en poste ou t'es en freelance avec cette boîte? Je te jure. Et après, si jamais un jour t'es dehors, moi, je serais très intéressé pour qu'on discute et soit je te trouve, soit tu viens bosser avec moi parce qu'elle était vraiment très bien. C'est un travail très, très dur. Franchement, et c'est trop facile de raccrocher à la gueule et d'être méchant parce que quand t'es de l'autre côté, c'est vraiment cool de faire ça et je le fais énormément. Je prends beaucoup de finesse à faire ça et pareil pour les gros forceurs. C'est-à-dire que globalement, quand on vient de forcer, je dis stop force. Moi, les forceurs, je les accepte quand ils sont soit dans mon équipe ou soit c'est des candidats. Parce que je leur demande d'être comme ça. Mais par contre, quand c'est des forceurs à me vendre des trucs, je dis mais fous le camp, ça m'intéresse. Mais t'as raison, il faut répondre. Mais tant que t'as pas de nom, continue à forcer parce que t'as pas eu de réponse quoi. Bon écoute, il te restait peut-être 2 amis et tu les as perdus. Personne n'aime les forceurs. Moi je crois que je suis un forceur en plus, donc je me reconnais là-dessus. Écoute, merci beaucoup Thibaut. On met ton lien. Bon courage. Je sais pas si t'as besoin de courage, mais en tout cas bonne continuation. Au plaisir de te voir très très vite. Félicitations encore à toi, à toutes les équipes DND et bravo pour ton super parcours et merci de m'avoir fait l'amitié d'échanger avec moi pendant tout ce temps. À très vite. Merci à toi. Ciao. T'as trouvé ça comment? Super. Franchement, il y a des trucs que t'aurais aimé soit passer plus de temps ou soit des trucs qu'on aurait dû aborder que on n'a pas eu assez abordé. Ouais, non, je dirais que tu sais, c'est un vaste sujet. J'en parle. Tu m'avais posé une question, je sais pas si tu te souviens. Tu m'avais dit, c'est quoi ta passion? T'as des passions autres? Tu fais du sport? Ça, c'est pour qualifier, pour sortir un peu du truc. Et tu m'as dit non, je crois. Moi, je suis passionné absolu de ce qui se passe dans notre écosystème, qui est dingue. Il y a pas. Mais t'es très curieux aussi. Agrotech et compagnie, on aurait pu en parler, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas, mais tu vois, t'es quand même. Moi, je suis hyper, tu vois, un peu pro sur un truc. Aujourd'hui, je suis passionné et vraiment, je disais papa, maman, tu vois, récemment, je leur ai dit, je suis obsédé par ce que je fais et ça c'est cool. Et c'est clair que j'apprécie énormément 3 notions qui sont le commerce. J'en ai ras-le-bol d'avoir, tu vois, ces grosses bâches sur les commerciaux. Sans déconner, il y a vraiment des gens bien en fait, tu vois, des gens qui animent des boîtes, qui les vivent, mais il y a une connotation surtout en France très sale sur le mot sales et vendeur. C'est ça le truc. Moi ça mais parce qu'il y a aussi beaucoup de connards et c'est ceux qu'on voit le plus et qui font le plus de bruit. Exactement. Et après donc il y a un deuxième aspect moi qui me rend
absolument fou, c'est l'entrepreneuriat. Et je pense qu'en fait, j'ai appris par ce que j'ai vu chez mes parents, j'ai eu le goût du travail, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe dans l'actualité, t'as pas le droit de dire que t'aimes bien travailler. Mais toi, je sais, t'es un charbonneur, t'es entouré de charbonneurs. Moi, je suis un charbonneur aussi. Et la réalité, c'est que on a le droit, tu vois, d'aimer ça. Après, moi, je pense que toi, c'est parce que tes parents étaient peut-être entrepreneurs. Moi, c'est parents d'immigrés. Tu vois, donc il y a peut-être un. Mais on vient d'ailleurs. Mais ensuite, polonais de base. On a oublié de parler de ça, mec. Bah oui. Merde, on a oublié de parler. J'ai même pas trouvé ça. J'aurais dû parler de l'écosystème. Il y a des boîtes polonaises de ouf dans le commerce. Mais je suis d'accord avec toi. De base, on est tous. Et puis, c'est même pas le sujet, tu vois. Moi, j'ai un père qui est mécanicien agricole au départ. J'ai une mère qui est prof, qui m'ont montré ce qu'était le travail parce qu'ils ont galéré, parce qu'ils étaient ils ont eu besoin de travailler pour gagner de l'argent. Mon père, il a racheté la boîte dans laquelle il était mécanicien, tu vois. Fort. Donc en fait, allez-y. Tu vas racheter des ND? C'est ça le message? C'est pas le message. Elle serait belle l'histoire. Elle serait belle la story, mec. En tout cas, le message, c'est no pain, no gain. Ouais. Ça, c'est clair. Et vraiment, ceux qui n'ont pas compris, moi, je veux bien un Dubai Life et autres. Franchement, bien joué, les gars. Si vous arrivez à faire des millions sur Instagram, c'est pas ça la vraie vie. Mais no pain, no gain. Moi, ce que j'ai aussi appris, c'est que ça s'applique pas à tout le monde. En fait, il y a des gens, ils veulent pas grandir, ils veulent rester le confort, etc. Et c'est très bien. Voilà, exactement. Faut surtout pas imposer. C'est cette expression qui dit dans un garage, t'as besoin de gens qui vont démonter le moteur et des gens qui vont changer les pneus. Et heureusement que t'as ces deux typologies de profils. T'as les ultra experts très minutieux, tu vois, les capés et autres, et puis t'as ceux qui ont pas envie de se faire chier, et c'est ok, tu vois. C'est ok. Et c'est quoi le troisième point? Le troisième point, c'est vraiment de pas avoir peur de découvrir et de se faire mal. Et je sais que ça, sa zone de confort. Ça, c'est pas la mode, mais moi, tu vois, je me fais mal tous les jours. J'ai des gros traumas entrepreneuriaux que j'ai réglé. Des pensées limitantes, des peurs, etc. Des pensées limitantes, des peurs. Qu'est-ce que va dire un tel? C'est quoi la compète? En fait, une fois que t'as balayé tout ça et que tu dis je déroule, et puis demain sera un jour cool ou un jour pas cool, et puis c'est pas grave, il y en aura un autre et on continue comme ça. Il y a des trucs qu'on va devoir couper ou pas? Ça part pas en validation, mec. Arrête, tu me regardes comme ça, non, on va pas le faire valider. Si, quand même. Non, tu vois pas. Non. J'aurais dû te dire la règle du jeu, il n'y a pas de validation. Non, si, il y a une validation, mais tu penses que. Non, je pense qu'il y aura pas besoin. Non, je pense pas. Bah non, je pense que de toute façon, si toi t'es à l'aise, moi je suis à l'aise. C'est juste si j'ai dit un peu trop de vulgarité, je me Non, mais il y a pas des noms que t'as cités. Ça m'est arrivé une fois dans les Paytech tournés. À un moment donné, un mec il me sort une enseigne. Ah bah du coup je vais pas la sortir, sinon je dis il faudrait que je coupe ça. Je vais le biper. Il me sort cette enseigne et après coup il me dit mais en fait ça c'était confidentiel, j'aurais pas dû dire. Mais c'était il y a 10 ans. Il me raconte une histoire 10 ans avant. C'est juste mais là t'as rien. Tu vois, je te parle. Je peux te parler de la Fnac, mais bon, si demain ils veulent travailler avec moi, ça va. Moi, ce que je veux juste dire, et vraiment un truc qui me tient à cœur, c'est l'excellence dans le conseil et dans la recommandation et dans la finesse d'interprétation du besoin. On va dire la règle des 5 pourquoi. Moi, c'est pas la règle des 5 pourquoi, c'est la règle des 100 pourquoi. C'est pourquoi tu veux faire ça, quel est ton objectif, quelle est ta vision et creuser maximum. T'auras jamais un conseil parfait, exceptionnel, évidemment, par sa complexité haute, mais parfait, ça n'existe pas. Il y aura toujours des alternatives. Quelqu'un qui me dit demain Shopify, c'est la réponse à tout, il a tort. Je te dis entre nous, il a tort. Quelqu'un qui me dit qu'Adobe c'est la réponse à tout, il a tort. Pourquoi? Parce que ces gens-là existent. Il faut regarder ce qu'ils font et s'assurer d'avoir la bonne réponse. Et c'est là où tu es intelligent quand tu vas aller analyser toutes les technos du marché ou autres, c'est que tu te confrontes à ce qui est censé être ton compétiteur pour t'en faire une force. Je sais pas, il y a un truc avec des gens, enfin tu vois, typiquement qui aiment pas se mélanger ou autre et qui se disent ouais, moi je fais du B2B et ma solution ça fait que du B2B et puis tout le reste j'en ai rien à foutre, je me pose pas la question. Cette personne-là qui a cette façon de penser là, elle meurt. Ouais, et après on va terminer là-dessus. Tu vois, j'ai des potes, ils ont fait 10 ans, je suis en ancien de Salesforce, ils ont fait 10 ans de business Salesforce, ils vont t'expliquer qu'ils connaissent l'e-commerce. Non, frérot. Tu connais ton écosystème, tu connais rien en fait. Et donc c'est en s'ouvrant et en entrant sur plein de solutions, en regardant petits comptes, moyens comptes, grands comptes. Et c'est pour ça aussi, on le dit jamais, mais avec Laetitia, des fois on est des tout petits entrepreneurs, des tout petits mais qui ont vraiment 3 balles 50. Et c'est galerie. Tu vois, on a mis en place tout un système pour un restaurant, pour l'autre il fait des trucs d'audio prothèse machin. Et c'est là t'as les mains dans le cambouis. Bah ouais. Et c'est comme ça quand tu vas après accompagner des Hermès et compagnie ou des très très gros. Là, tu t'amuses. Tu vois, du coup t'as une perception où tu sais que tu mets les mains dans le bout. Bon vas-y, ça va être un deuxième podcast si on continue. C'est même plus les off, c'est le deuxième podcast. Merci mec. Merci.